Bon vendredi à tous, c'est vendredi le 12 avril et c'est l'heure d'une toute nouvelle édition de la balado du centre-ville. À mes côtés, un invité spécial et un invité moins spécial. Le moins spécial, vous le connaissez, malgré un joli chandail, vous le connaissez, donc il n'est pas spécial. Alex Tourini, comment ça va, Alex? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Et l'invité spécial à l'extrême droite ici, Nicolas Landry, comment ça va? Salut les gars, ça va? Yes, sir. Alors, donc spécial parce qu'on a de la visite, spécial parce qu'on a donc les séries qui débutent demain dans la NBA et c'est chargé comme premier week-end, enfin, depuis le temps qu'on en parle, Alex. Et spécial parce que c'est non seulement en ce moment une émission que vous consommez peut-être en balado ou sur votre ordinateur, mais Facebook Live, ça démontre l'ampleur de la situation. Et semaine après semaine, vous êtes des dizaines de milliers de spectateurs à nous écouter sur nos diverses plateformes. C'est des statistiques non officielles, ça, hein? Oui, OK, parfait. On va y aller avec ça. Alors, on a un menu chargé pour vous aujourd'hui. On va évidemment mettre la table pour les 8 séries qui débutent autant dans l'Est que dans l'Ouest au cours des 24 prochaines heures. Donc, ça commence un peu partout aux 4 coins de l'Amérique ce week-end. On va parler aussi de Lugansdor, une annonce importante qui a eu lieu pas juste sur nos ondes. Il est venu nous parler à RDS2 mercredi soir, mais il y a aussi eu cette annonce sur les médias sociaux mercredi matin. Exact. Il sera éligible pour la NBA. Mais on va commencer avec Nicolas parce que c'est quand même un timing idéal, on ne se le cachera pas. Tu as lancé dans les derniers jours le premier, le deuxième d'une série d'articles mettant en vedette la scène de basketball à Toronto, parce que tu as eu la chance de te rendre là il y a quoi? Quelques semaines? 2-3 semaines. Dans le but donc de sortir une panoplie d'articles sur qu'est-ce qui se passe là-bas. Mon premier commentaire, ma première question en fait, c'est qu'est-ce que tu as constaté qui t'a peut-être surpris de ta visite? Parce que tu es un fan de basket quand même. Casual. Okay. Donc, tu t'en allais là avec pas trop d'attente, j'imagine? J'avais déjà vu des matchs de basket live en tant que partisan. Mais mon mandat comme journaliste, c'était... on sait là, que les Raptors, puis il y a un gros buzz à Toronto à propos du basket, mais je pense que la perception de l'extérieur demeure que Toronto est une ville de hockey, puis le sera peut-être toujours. Mon but était d'aller sur le terrain, vérifier qu'est-ce qu'il en était un peu... la place qu'occupent les Raptors dans la ville de Toronto, dans le paysage sportif à Toronto. Et finalement, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que justement la ville est basket ou elle commence à l'être? Parce que ton premier article, qui était très exhaustif, que j'ai lu avec plaisir, me donnait l'impression que c'était beaucoup plus complexe que juste une ville de hockey avec d'autres sports amusants autour. C'est ça. Quand je suis arrivé là, j'ai commencé à jaser avec le monde, puis je me suis rendu compte que le basket à Toronto, c'était plus que les Raptors. Il y a une culture assez profonde du sport dans la ville qui a pris forme bien avant que le basket professionnel arrive. J'ai décidé de creuser un peu cette facette-là, un peu de prendre des détours à gauche et à droite en parlant des gens. T'sais, avant que le basket, justement, avant que les Raptors arrivent, il y avait dans la rue, dans les écoles, des passionnés de ce sport qui était un peu underground à l'époque. Avant que la ville commence à mettre des joueurs un peu partout sur la map de la NBA, puis dans les grosses universités américaines, il y avait beaucoup de talents aussi qui étaient peut-être un peu moins florissants à cause des conditions de l'époque. Ouais. Mais j'ai décidé de... C'est ça, j'ai trouvé ça super intéressant de parler à des gens qui ont connu un peu cette époque-là, où c'était moins cool peut-être d'aimer le basket à Toronto, mais où il y avait une passion assurément là, dans la rue, dans le milieu. Avant de poser ta prochaine question, je veux juste également mentionner aux gens que si vous avez des questions, autant sur Toronto en général en tant que scène de basket, les séries de la NBA, Lugansdor, peu importe, posez-les par Facebook. On va y répondre plus tard au cours de notre, peut-être un 60 minutes là, qu'on va passer avec vous avec ce Facebook Live. Alors, on accumulera les questions, on y reviendra plus tard. Vas-y, mon cher. Souviens-toi, il y a quelques années, Jeff Molson parlait de l'expérience client au Centre Bell. Pour avoir été régulièrement des matchs des Raptors, mais j'aimerais que tu nous dises l'expérience client pour un partisan à Toronto dans un match des Raptors, pour ceux qui n'ont pas lu tes textes. D'ailleurs, les textes de Nicolas Landry sont exceptionnels. Tu vois qu'il sait ce qu'il fait, là. On va lui donner ça. Non, exact, mais lorsqu'il décrit l'ouverture d'un match à Toronto, j'étais là la semaine dernière et dans ma tête, j'oubliais que je lisais un texte. C'est comme si je lisais un livre. Dans ma tête, là, ça me rappelait plein de souvenirs. Mais si on revient à l'expérience client, ça ressemble à quoi à Toronto? Puisque on est dans la comparaison avec le hockey, c'est deux mondes complètement différents. Là. Le basket, des pétards,
c'est en son et lumière. Là. Les joueurs sont... J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans l'expression, la permission de l'expression personnelle des joueurs. Les gros high-five, on les annonce en criant avec les surnoms. Moins straight, moins traditionnel. Le hockey, j'en sors avec l'impression que le hockey est beaucoup plus formaté, alors que, puis c'est un commentaire qui est revenu souvent dans les entretiens que j'ai eus là-bas. Au basket, on laisse les joueurs s'exprimer, leur personnalité est out there. Ouais. On les encourage à montrer qui ils sont. J'y regardais sortir du vestiaire après les matchs en espadrille, en sweatshirt, puis tout ça, alors que, tu sais, au hockey... Les gars sont tous à veston-cravate, il faut que ça marche droit. C'est cliché, mais j'ai pas pu faire autrement en voyant tout ça. Faire le parallèle avec le fameux low five gate là, avec Piquet et Carey Price il y a une couple d'années. Alors que, même les Hurricanes, ce qu'ils font depuis quelques mois, ça fait beaucoup jaser. Donc c'est un peu dans la même lignée. C'est ça. Puis si je peux pousser la réflexion à un autre niveau, on dirait que c'est vraiment là que j'ai compris, à travers tout ce processus-là et ces observations-là, le fameux dossier d'amener une équipe de la NBA à Montréal. Moi, j'étais très sceptique au début de la saison. Kevin Gilmour s'est présenté à une conférence de presse avec Michael Fortier et compagnie. Sceptique. Sans dire que j'y crois aujourd'hui, je comprends le processus, je comprends l'intérêt, je comprends que des hommes d'affaires voient un potentiel parce que la clientèle visée est tout autre. Là, on n'est pas dans la division d'une tarte qui existe déjà. On va chercher, j'ai l'impression, des partisans de sport, des amateurs de sport qui ont rien à se mettre sous la dent présentement, qui se retrouvent pas dans l'offre actuelle. Tu m'amènes sur ma prochaine question. Je veux pas me lancer dans une grosse discussion sociologique, mais il y a un contraste évident entre l'univers du hockey qui, je pense, se transmet peut-être de père en fils, qui est ancré depuis longtemps. T'es fan des Leafs, ton père a été fan des Leafs, ton grand-père a été fan des Leafs si tu viens de la région de Toronto. Le basket, c'est récent, mais ça va justement chercher d'autres ethnies. C'est très multiculturel, Toronto. Tu vas avoir du monde plus jeune qui vont s'associer bien plus aux Raptors de Vince Carter et jusqu'à Kawhi Leonard d'aujourd'hui que suivent les Leafs. C'est mon opinion de l'extérieur. Non, puis c'est un commentaire qui est revenu dans toutes les entrevues que j'ai faites. Il n'y a personne qui se cache que le public visé à Toronto pour le basket, c'est les ethnies. C'est les immigrants, dans le fond. C'est tout simplement ça. C'est les jeunes et les immigrants. Les immigrants qui sont arrivés à Toronto, les immigrants de deuxième génération, si tu veux, qui sont arrivés à Toronto. Leurs parents sont arrivés à Toronto, dans les rues de Scarborough, les quartiers un peu plus en périphérie, commençaient à jouer au basket dans la rue. Des gens avec des bagages génétiques incroyables, mais une connaissance du sport assez limitée à l'époque. Ouais. Sont allés s'essayer. Leur talent pur, si tu veux, leur a ouvert des portes dans les universités ici et là. Ça n'a pas trop marché, ils sont revenus. Et là, il y a une structure incroyable qui s'est formée autour des jeunes de la génération qu'on connaît actuellement. Mais ouais, c'est ça. Pour en revenir à ta question initiale, c'est ça. Ça marche. On est ailleurs. Là, ça prend autant d'argent pour y aller, malheureusement. C'est pas comme s'il attirait des gens qui avaient moins de moyens, mais non, parce que ça coûte cher. Ça coûte si très, vous pensez très cher. que c'est cher pour aller voir un match de la LNH au Centre Bell, allez voir un match de la NBA à New York, à Toronto, dans les gros marchés. Vous allez vous rendre compte que même un billet dans les Rouges au Centre Bell pour un match régulier, ça coûte 250 $ peut-être. Je suis allé la semaine dernière et j'ai vu le prix des billets pour les gens qui étaient en bas. On parle de 350 $ et on n'est même pas sur le terrain encore. Là. Donc, il y a des billets disponibles à 5, 7, 1000 $. Mais ça coûte cher. Mais la demande est là. Je regardais les Raptors sortent constamment des nouveaux maillots. Il y a celui qui est superbe avec la petite bande dorée marquée de Nord dessus. Ouais. Puis je parlais avec une dame de MLSE qui me disait qu'ils s'apprêtent, ou je ne sais pas s'ils l'ont fait depuis. Ils vont sortir, ils vont rendre disponible sur la boutique le chandail, le maillot de pratique avec le petit logo de Drake dessus, avec le hibou. Puis il y a déjà une liste d'attente là, pour acheter un maillot de pratique. Je pense qu'il n'y a pas une autre équipe de la NBA qui fait ça, rendre son... Il y a de l'argent à Toronto. Ouais, c'est incroyable. Vas-y, Alex. Et là, tu nous parles justement de ce que tu as vu à Toronto. Donc ça, c'était le premier de 5 textes que tu as fait. Si tu nous parlais un peu des 4 autres textes, ils portent sur quoi? Le deuxième a été publié aujourd'hui. On est vendredi. Je suis allé visiter... Il y a tout un réseau de prep school, là, les écoles préparatoires, les écoles secondaires qui sont jumelées à une académie, un programme de basket qui vise à envoyer
leurs jeunes dans des institutions américaines, la NCAA, première division, deuxième division, dans le réseau canadien aussi. C'est un phénomène assez récent, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis celle que je suis allé visiter se trouve à Mono. C'est un petit village un peu perdu à 1 heure au nord de Toronto. Pourquoi je suis allé là? J'avais fait mes recherches avant. Ça existe depuis 6 ans, cette place-là. C'est un peu particulier, là. J'essaie de trouver des comparatifs au Québec. C'est comme si on mettait un gros aréna peut-être à Saint-Césaire ou à Sainte-Agathe, puis qui sortait 2-3 joueurs NHL de là chaque année. C'est incroyable. Mais c'est hallucinant. C'est un gros building, flambant neuf. J'avais visité les installations des Raptors la veille, puis c'est comparable. Similaire, Incroyable. En tout cas, toute proportion gardée, là, ils sont mieux équipés que les Raptors. Puis c'est un gars avec de l'argent qui a parti ça il y a 5-6 ans, de rien. Il a essayé de convaincre les jeunes d'arriver. Au début, c'était plus facile, mais bien vite, les résultats sont arrivés. Jamal Murray est allé là, Thornmaker, les 2 gars qui sont puis là, récemment, Lugansdor. Lugansdor était là l'an dernier. C'est propice avec ce qui s'est passé cette semaine. Il a décidé d'aller faire une saison là-bas parce que pour lui, c'était le meilleur chemin pour potentiellement accéder à son rêve. Un NCAA, NBA, puis il est en voie de le réaliser. Ils doivent être extrêmement fiers de cas comme ça là-bas. Ils ont capoté sur Lugansdor. J'ai eu une petite discussion, j'en ai glissé un mot cette semaine, moi-même sur Twitter, après avoir vu l'entrevue que vous avez faite avec lui à la demi d'un match, quand il a annoncé qu'il s'en allait au repêchage de la NBA. Ouais. Moi, j'adore ce gars-là. Je trouve qu'il laisse une bonne impression du Québec. C'est un ambassadeur parfait partout où il passe. Super fier Moi, il me rend fier. Je suis fier de lui aussi, de la façon qu'il nous représente. Mais là-bas, à Mono, à l'Athlete Institute, que ça s'appelle, ils ont adoré. Première impression. Un jeune homme respectueux, travaillant, humble, c'est les premiers mots qui viennent toujours, je pense, dans la bouche de ceux qui le décrivent. Puis, comme joueur de basket, il a éclaté tout là-bas. Là, ils l'ont adoré. Ouais. Et ça prenait vraiment une vision également pour ouvrir un institut comme ça, au milieu de nulle part, entre guillemets, et regarder les résultats que ça donne. Si on n'avait pas eu cette vision-là, est-ce qu'on aurait autant de joueurs qui cognent aux portes de la NBA présentement? Peut-être qu'il y aurait eu autre chose, mais c'est vraiment grâce à des gens comme ça que le Canada est en mesure de produire des bons joueurs. Mais c'est financé comment? Parce que tu disais que ça coûte cher envoyer ton enfant là. J'ai pas l'impression que toutes les familles, comme celle de Lugans, avaient combien? 35 000 par année, c'est une bonne question. Donc, il y a des bourses, je pense. Là. Il faut qu'ils puissent attirer pas juste les mieux nantis, mais aussi ceux qui voient un potentiel. Les meilleurs joueurs. Je sais que pour c'est 35 000 par année pour un jeune Ontarien. Pour ceux qui viennent, parce que j'ai vu des joueurs de Hong Kong, de la Lituanie, il y a quelques Africains qui sont là. Ça coûte encore plus cher pour eux, peut-être que ça vient se balancer, peut-être qu'il y a des bourses, comme tu dis ça. J'avoue que je n'ai pas abordé la question avec c'est pas grave, c'est juste c'est fascinant, parce que comme tu dis, pour bâtir un amphithéâtre comme ça, puis pour attirer ces jeunes-là, puis les encadrer autant, il y a des gens qui ont mis des sous. Ils font des saisons, ils font des tournois aux États-Unis, ils sont dans un circuit aux États-Unis. Ça veut dire à chaque semaine dans l'autobus, dans les tournois. Ça les prépare pour des carrières. Mais c'est ça. Jesse Tipping, le propriétaire de l'endroit, me disait que dans le fond, lui, il était tanné un peu de voir ces jeunes-là. L'espèce de mentalité qu'il faut aller aux États-Unis pour réussir, puis qu'on est toujours, on n'est pas assez bon ici pour produire, développer nos propres joueurs. C'est un peu ça, il voulait prouver le contraire. Là, avec le staff d'entraîneurs qui a réussi à se monter là-bas, les installations, là, il s'est bâti une réputation assez solide. Moi, j'avais demandé avant de visiter, c'est vrai que c'est la meilleure, le prep school en Ontario, tout ça. Ben, on ne sait pas si c'est la meilleure, mais leur feuille de route dit que oui. Là, je pense que dans les 2 dernières années, ils ont placé 13 jeunes dans des institutions de Division 1 comme Michigan, Syracuse, Arizona State. Ça fait rêver pour le Québec. Le bassin de population n'est pas le même, mais tu te demandes si un modèle semblable pourrait exister ici, parce qu'il y en a du talent au Québec. On le voit avec Lugans. Il y en a d'autres des Lugans. C'est pas pareil, mais en Ontario, c'est quoi? C'est 1 ou 2 par année récemment là, qui finissent par avoir une ascension folle. Et c'est pas exactement le même modèle, mais c'est comme Alma, Thetford. On a réussi à produire. C'est pas exactement... ça donne une chance à des gars comme Chris Boucher de sortir de la ville puis d'aller là. Il y a des similarités. Quincy Guerrier qui s'en va à Syracuse, bon. Ouais. Il amène ça à un autre niveau avec les installations. J'y pensais avant de venir vous visiter. C'est exactement ce que je me disais. Vous connaissez le milieu du basket au Québec beaucoup plus que moi. Moi, je suis allé à Toronto pour raconter ces histoires-là parce que, comme on l'expliquait au début de l'entrevue,
le buzz est là, puis il y a les Raptors, c'est quand même plus big. Mais je suis convaincu que des histoires similaires, il y en a plein à raconter au Québec. Puis que le Québec d'aujourd'hui, c'est peut-être le Toronto d'il y a 25 ans. C'est sûr, on ne parle pas de la même ampleur en termes de marché, mais si un club de la NBA arrivait à Montréal dans 10 ans, ben dans 30 ans, on pourrait parler des petits programmes qui existent présentement puis qui ont semé les graines. Je vous fais rêver. Faudrait trouver notre Vince Carter. Là. Faudrait parce que chaque chose en son ambassadeur. Ouais. Ben, soit Vince Carter ou Lugansdor. Lugansdor a montré à tout le monde qu'un Québécois peut être one and done. Ouais. Là, il vient d'ouvrir les yeux peut-être à des jeunes présentement qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans et que leur rêve, c'est de jouer dans la NBA un jour. Lugans est en train de donner espoir, à mon avis, à une génération qui s'en vient. Je ne veux pas mettre trop de poids sur Lugans. Il y a un léger bémol à tout ça. Il n'est pas encore un choix de première ronde. Ça va être l'accomplissement ultime. Ouais. Si jamais il est pris en deuxième ronde, peut-être que le discours va être différent. Moi, je crois qu'il va l'être. Les plus récentes projections, même hier sur ESPN, 25 à peu près, son rang actuel. S'il impressionne tout le monde dans les entraînements privés avec lesquels il va avoir... Ou une équipe. Ou une équipe, c'est sûr. Ça prend une équipe. Là, ça serait la consécration du parcours. Si tu te déclares one and done, mais que tu es pris en deuxième ronde, je pense pas que ça va pas entacher l'histoire, mais ça va comme nous faire dire attendez, là, avant de vous exciter, peut-être qu'il aurait pu aller une deuxième année à l'école. Moi, je pense qu'il a fait de la bonne décision. On en a parlé la semaine passée. Hein? La fameuse théorie de la boîte de Kleenex. On n'était pas Facebook Live. Non, voilà. Il explique à Nicolas. OK, parfait. En fait, c'est simplement que pour moi, le potentiel de Lugansdor réside dans une boîte de Kleenex. On sait vraiment pas c'est quoi. Alors qu'on sait que mon potentiel au basket, c'est ça ici. On le sait. Mais Lugans, est-ce que c'est tout ça, son potentiel? Est-ce que c'est ce crayon-là? On ne sait pas. Et c'est ce qui est attrayant pour les équipes de la NBA. On mise sur le potentiel du joueur. Pas nécessairement sur ce qu'il donne présentement, mais dans 2, 3, 4 ans, si Lugans se développe, peut-être que la boîte le contenu de la boîte mystère, voilà. C'est ça. Alors que plus tu attends à l'université, plus tu restes longtemps, moins ton potentiel est peut-être attirant. Donc, il y a cet argument-là. On y reviendra. J'ai une dernière question pour toi sur Toronto. Il n'y a peut-être pas de réponse facile à ça. Est-ce que tu as senti les gens qui t'ont parlé au sein de l'organisation, les partisans, tout ça à Toronto, qui avaient un certain stress relié aux séries? Parce que tu te rappelles, l'année passée, on faisait les matchs, là. Ouais. Puis dès qu'il y avait comme une tournure de rencontre au ACC, là, qui est maintenant le Scotiabank Arena, là, les Cavs faisaient 8-10 points d'affilée. Là. Puis là, ça devenait silencieux dans l'aréna, ça devenait stressé. On sentait une espèce de... Ah non, OK, là, c'est là que ça vire mal, on est dans le trouble. Il y a comme une dose de confiance qui manque à ce fanbase et à cette organisation-là. Est-ce que les gens sont confiants ou est-ce que les gens sont mitigés par rapport à ça? Pour être honnête, j'ai très peu abordé l'aspect sportif. La saison en tant que telle. C'est ça. Avec les gens là-bas, j'imagine que c'est une réaction normale quand on s'est fait... On s'est fait faire mal. On a eu mal pendant quelques années. Plusieurs déceptions depuis plusieurs années, à chaque fois par LeBron. Mais en général, on n'a jamais accédé à une finale, puis on a eu des bonnes équipes. Donc, comme tu dis, on a été échaudés. Mais moi, j'ai bien hâte de voir ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Quand il y a des moments où ça va mal, est-ce que c'est Kawhi qui va dire « Je m'en occupe, je suis passé par là, j'ai une coupe de trophées dans mon coffre, vous allez voir comment on fait. » Danny Green, Gasol est allé en série, ou au contraire, la foule qui va se ranger les jointures en disant « Non, c'est là que ça va aller mal encore. » Souviens-toi même, dans les 2 premiers matchs contre les Wizards à Toronto, lorsque les Wizards remontaient, même les Wizards dans le match numéro 2 ont connu une forte première demi, là, tu sentais que la foule, soudainement, avait peur. Mais pour une des rares fois, j'ai l'impression que même les autres formations commencent à avoir peur des Raptors. On prend les Raptors au sérieux. Green n'a pas vécu ces déceptions-là. Kawhi ne les a pas vécues également. Donc, j'imagine que la dose de confiance est davantage là pour les partisans des Raptors, mais... J'ai hâte de voir. Ça fait partie de l'équation à surveiller. Bref, donc, tu as apprécié ton voyage, c'est ce que je comprends. J'ai adoré. J'ai fait des rencontres en fin de semaine. Il va y avoir des textes qui vont être publiés. J'ai rencontré, tu m'as fait une belle passe à la palette, Mathieu Charles Dubébret, le Québécois qui vient de finir sa première saison dans la G-League comme adjoint, très sympathique, passionné, très intéressant. On a jasé ensemble la veille de leur premier match en éliminatoire. Au centre d'entraînement des Raptors. J'ai rencontré aussi Herbie Kuhn, qui est la voix des Raptors, l'annonceur maison, qui est là depuis le tout début, qui est excellent. Puis
j'ai comme allumé en l'écoutant. J'ai décelé un petit accent français dans sa prononciation de quelques mots. Puis comme de fait, il est allé au Cégep Vanier 2 ans. C'est ici qu'il a commencé en faisant des matchs des Cheetahs du Cégep Vanier. Très drôle. Fait qu'une belle petite histoire qui va être publiée dimanche ou lundi avec Herbie Coon qui, lui, pour répondre peut-être à ta question précédente, est convaincu que c'est l'année des Raptors qui vont se rendre jusqu'au bout. Ça en prend des confiants comme ça. Ouais, il faut. C'est génial. Écoute, on va faire la promotion de ces textes-là pendant nos reportages des matchs 1, 2, 3, 4 là, au cours des prochaines semaines. Il faut. L'adresse web la plus simple, c'est rds.ca/basketball parce que je pense que tous les textes vont se retrouver là sur la page à un endroit quelconque. Ouais. On suggère fortement d'aller lire ça. Merci beaucoup d'être venu nous jaser. Ouais, c'est très intéressant. Puis je pense que tu vas suivre les séries avec autant d'intérêt que nous. Avec plus d'intérêt que j'en aurais eu il y a 3-4 semaines, ça c'est sûr. Bon, on te laisse aller à tes occupations parce qu'on sait que tu en as plusieurs. Merci. Bon show les gars. Merci beaucoup. Et donc, nous, ça va nous permettre de poursuivre, Alex, sur toutes ces séries. Je veux juste revenir rapidement sur Lugans avant qu'on enchaîne sur la première ronde de la NBA. C'était vraiment un beau moment mercredi soir. J'ai eu l'occasion de faire cette entrevue avec Peter. D'ailleurs, merci à Peter d'avoir aidé à orchestrer tout ça parce que Peter est effectivement bien positionné par rapport à Lugans, Nelson Ossé. Par rapport à tout le monde, mais ça, c'en est un autre exemple. Donc, il a vraiment bien fait ça. Et j'ai adoré cette entrevue parce que j'ai senti que Lugans était plus détendu que lors des autres entrevues qu'on a faites, soit en studio, soit par Skype au cours des 12 derniers mois quand on l'a accueilli à différents moments. Il semblait en paix avec sa décision, il semblait confiant, il y a eu beaucoup de bons feedbacks. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Je lui souhaite tout le bonheur, tout le succès du monde dans cette démarche-là parce que je pense qu'il va faire un très bon joueur dans la NBA. Là, la question, c'est de savoir qui il va séduire, à quel rang ça va tomber, est-ce que le pari aura porté fruit, est-ce qu'il va tomber dans la bonne situation. Mais franchement, c'était positif mercredi. Oui, exactement. Et comme je disais, Lugans est un ambassadeur hors pair pour le basketball au Québec. Comme tu dis, j'ai hâte de voir où il va tomber. Et ce qui est drôle, c'est que sur certains sites web, Lugans n'est même pas repêché dans les 2 premières rondes. Sur d'autres sites web, Lugans est 25, 26, 20. Donc, j'imagine que fin première ronde, si la logique est respectée, devrait sortir là, mais ce sont des mock drafts. Ça veut rien dire. Non. Mais il y a des gens mieux placés dans le milieu qui parlent à des directeurs généraux, qui parlent à des dépisteurs en chef. J'ai toujours fait confiance à ESPN et son service Insider aussi. Là, c'est pas juste des gens dans un sous-sol. C'est un service réputé sur le terrain. Et eux, en ce moment, ils le voient 25 en faisant mention de ses habiletés défensives, de ses capacités athlétiques hors pair, de son moteur, de son éthique de travail et de son potentiel de marqueur quand même intéressant. Évidemment, il n'a pas une position fixe, définie, idéale pour la NBA. C'est pas tout à fait un meneur de jeu. C'est pas un two-guard, un franc-tireur idéal. C'est un hybride entre les deux. Il y a de la place pour des gars comme ça dans la NBA aujourd'hui. Alors là, c'est vraiment d'avoir une équipe qui tombe, le bon joueur, le bon fit, etc. Mais j'ai vraiment hâte. Parce que ça ne tient pas à grand-chose. S'il y a une équipe qui repêche 24, qui voit un joueur qu'elle aimait beaucoup glisser, exemple de 20 à 24, peut-être que cette formation-là va prendre un autre joueur que Lugans. Et là, c'est le premier domino qui tombe. Puis ensuite, tu n'as aucune idée de ce qui peut se passer. Mais je souhaite de tout cœur que Lugans soit repêché en première ronde. Ils sont nombreux, les Canadiens, à avoir déclaré leur éligibilité au cours des derniers jours. R.J. Barrett a fait la même chose mercredi. Aucune surprise là. On a des gars comme Iggy Brazdeikis à Michigan qui l'a fait. Brandon Clark de Gonzaga qui l'ont fait. Même Andrew Nembhard, aujourd'hui, de Florida, l'a fait. Lui, je serais très surpris qu'il soit un choix de première ronde. Il aura l'option de retourner à l'école si nécessaire. Donc, il y a une flexibilité au niveau des règlements que même si tu fais appel à un agent, si l'agent est, toi qui me faisais remarquer, si l'agent est certifié, selon les nouveaux règlements de 2019, tu fais les choses dans l'ordre, selon les règles, et que tu constates en cours de processus, non, je ne serai pas pris en première ronde, c'est un trop gros risque, tu as une date limite pour retourner à l'école. Parce que ça évite que les joueurs se retrouvent le bec à l'eau avec rien. Si un joueur qui pense... Ce qui est arrivé souvent au cours des dernières années, Alex. Disons, là, tu pars après ta première année, et là, tu dis, je me rends disponible, admissible au repêchage de la NBA, il n'y a personne qui te repêche, tu signes pas de contrat, tu peux plus retourner jouer dans la NCAA. Donc là, tu te retrouves, tu peux pas aller à l'école et tu n'as pas de contrat pro. Qu'est-ce que tu fais?
Alors là, c'est pour ça que les règlements ont changé et pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Absolument. Écoute, on rappelle, et on va commencer là, graduellement dans les prochaines minutes. Alex est en charge. Là. Alex, c'est comme notre gars de médias sociaux aujourd'hui. Les questions commencent à rentrer sur Facebook. Donc, tu pourras filtrer et rentrer graduellement. Je te fais confiance avec ça. Et vous pouvez encore... Tu prends des chances? Écoute, j'ai personne d'autre. Tu es le seul à mes côtés. C'est vraiment la loi de la moyenne. Nicolas est où? Nicolas est parti. On va se débrouiller. Okay. Alors, posez vos questions par Facebook Live en ce moment. On va y répondre avec plaisir. C'est le temps de se projeter sur les séries. On va commencer avec les Raptors. Le premier match. En fait, tous les matchs de cette série seront sur nos ondes. Les 5 premiers seraient sur RDS 2 et les matchs 6 et 7, si on se rend là, seraient sur les ondes de RDS au cours des prochains jours. Match numéro 1, samedi, 17h sur RDS 2. On a hâte de vous y retrouver. Alors, c'est le temps de regarder les statistiques, le comparatif entre ces deux équipes. Et tu commences, Alex. Je t'écoute, je suis tout oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te saute aux yeux dans cette série? Ce qui me saute aux yeux, c'est la défense du Magic. Pour moi, une des meilleures dans la NBA. Magic, probablement l'une des équipes en feu pour terminer la saison. C'est pas une équipe qui me fait nécessairement peur parce que je pense que les Raptors ont beaucoup plus de talent que le Magic, mais la défense du Magic est dans le top 5. L'attaque du Magic est dans le top 5. C'est une équipe là, qui a vraiment cliqué au bon moment. Nikola Vucevic avec une moyenne, je pense, de 20 points et 15 rebonds par match. Écoute, ça va être excessivement difficile à l'intérieur. Vucevic, pour moi, c'est la clé du côté du Magic. Mais je le mentionne, les Raptors devraient gagner cette série-là. Ouais. Mais ce ne sera pas facile. Non, honnêtement, les équipes 5, 6 et 7 dans l'Est, les Pacers, on prend tous pour acquis qu'ils vont perdre parce qu'ils n'ont plus Oladipo, mais ils ont d'autres bons joueurs, ils sont coriaces. Les Celtics ne peuvent pas les prendre à la légère. Non. Même principe pour les Nets de Brooklyn qui finissent 6. Et honnêtement, moi, il me ferait peur si je suis fan des Sixers parce que les Nets n'ont rien à perdre, jouent comme une équipe. Et le Magic, c'est un peu le même principe. Ils ont fini la saison avec 11 victoires à leurs 13 derniers matchs. Ouais. Ils ont des jeunes joueurs qui ont trouvé leur air d'aller en cours de saison. Aaron Gordon s'est beaucoup amélioré. Nikola Vucevic a été un joueur étoile cette année qui a maintenu la cadence toute l'année. Jonathan Isaac est un bon athlète. Evan Fournier est capable de marquer des points. Terrence Ross revient. L'ancien des Raptors. Il a eu des matchs de 30 points ou plus. C'est un franc-tireur qui peut prendre le feu, si tu me permets l'expression, un peu à tout moment. Donc, si les Raptors s'endorment et prennent certains moments de match à la légère, ils vont perdre. Moi, j'ai même prédit, ils vont pas perdre la série, mais ils pourraient perdre un match ou deux. J'ai prédit, moi, qu'ils allaient gagner en 6 parce que je les respecte, ces jeunes joueurs du Magic. Steve Clifford, l'entraîneur-chef, a une bonne réputation. Donc, honnêtement, je suis comme toi. Ils vont pas perdre la série. Ce serait une catastrophe si les Raptors perdaient la série. Mais n'allez pas penser que ça va être un balayage facile parce qu'Orlando les a tenus cette saison. Ça, c'est l'autre affaire. Ouais. 2 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites des Raptors face au Magic cette saison, il manquait soit Lowry ou Leonard. Ouais. Mais ça a été des défaites par 15 et 29 points. Et une des victoires, c'est un tir de Danny Green avec 5 dixièmes de seconde à faire pour la victoire. Ça, c'était sur nos ondes. C'était une des 2 victoires. Ça a tout pris dans ce match-là, Orlando. Donc là, finalement, là, les Raptors auraient très bien pu être 1 et 3 contre le Magic. Ouais. Donc, pour moi, ce sera une série qui sera quand même... Au moins, c'est des munitions pour Nick Nurse de dire, regardez, j'ai des bandes vidéo à vous montrer. Là. Si vous pensez qu'on va balayer ou passer dans cette série-là parce que vous avez plein d'expérience en série, ça marche pas comme ça, les gars. Mais ça va être une série excitante à regarder et avec le fait québécois également à souligner, Alex. Avec Khem Birch également qui sera là contre Chris Boucher. Khem Birch, un ancien de UNLV, a joué à Pittsburgh également. Et Khem Birch, c'est un gars qui va te donner peut-être 4 points par match, 3 rebonds, 1 bloc. Pour moi, c'est un joueur plus défensif qu'offensif, mais par petite dose. Il est excellent et capable de faire de gros dunks. Il a notamment dunké sur Vince Carter, je pense, il y a 7 jours. Ouais. Donc, Khem Birch et Chris Boucher, donc 2 joueurs qui jouent pas nécessairement beaucoup. Je pense que Khem Birch va avoir plus de temps de jeu que Chris Boucher. On a d'ailleurs signé Eric Moreland. Ça, je trouve ça quand même pas étrange, mais j'ai hâte de voir si on va faire appel à Chris Boucher en match éliminatoire. Moreland qui joue également à la position de centre, plus imposant que Chris Boucher. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, mais assurément, on verra Khem Birch. Oui, je pense que c'est de la protection pour disons qu'on joue contre les Sixers puis que Ibaka ou Gasol se blesse. On a besoin d'un autre gros corps pour essayer d'embêter Embiid, de prendre des fautes au besoin. Moreland était peut-être un petit peu plus dans le profil que Boucher. D'ailleurs, Boucher a joué un super match, le 82e de la saison au Minnesota. Mais je suis comme toi, je pense pas qu'on va le voir beaucoup dans cette série. Et Birch, il cadre bien dans tout ce qui est
défensive athlétique et embêtante dont tu parlais tout à l'heure. Les statistiques avancées nous disent qu'il c'est un des bons protecteurs de l'anneau dans toute la NBA. Il va contester, il va pas bloquer tous les tirs, mais il va contester tous les tirs autour. Alors, Birch, c'est une belle histoire. C'est un Montréalais anglophone qui s'est taillé une place à l'arracher dans cette ligue-là. On se rappellera, il est allé à UNLV, a été pris en deuxième ronde ou même pas repêché finalement. Et on se disait, bon, ça va être compliqué, il va peut-être se ramasser en Europe. Et il s'est bâti, il s'est forgé une carrière qui l'a ramené chez les pros. Alors, chapeau. On espère avoir peut-être ses commentaires au cours de la série. En entrevue avec les collègues d'Orlando dans les derniers jours, il disait c'est fou raide. D'ailleurs, Birch a dit, j'ai assisté au match numéro 2 Cavaliers-Raptors à Toronto l'an passé comme pur spectateur intéressé. Et un an plus tard, je m'apprête à affronter les Raptors dans le même amphithéâtre. Alors, pour lui, c'est magique. La demande de billets a déjà commencé à entrer. Alors, lui, il dit, je veux juste m'assurer de faire bonne figure et bien jouer. Alors, on lui souhaite bonne chance, mais on souhaite surtout bonne chance aux Raptors pour faire un bon bout de chemin. Oui, exactement. Contre le Magic, une des équipes surprises pour moi. 17 victoires de plus cette saison que par rapport à l'an dernier. Et comme tu l'as mentionné, on a remporté 11 de nos 13 derniers matchs et 22 de nos 31 derniers matchs. Donc, je suis content parce que ça va faire une bonne série. Oui. Ça va vraiment faire une bonne série. Je fais une petite parenthèse. On a juste une petite question ici de la part de Sébastien Birouard qui dit « Je ne suis pas un amateur des Raptors, mais pourquoi n'ont-ils pas le respect qu'ils méritent à travers la Ligue? » Pour moi, c'est assez rapide. On n'a pas gagné. Ben c'est ça. Écoute, l'année passée, on a eu la meilleure fiche dans l'Est. On a épaté la NBA. On a dépassé, on a fait 59 victoires l'année passée, je crois, par rapport à 58 cette année. Et on est allé s'effondrer au deuxième tour face aux Cavaliers, la même équipe qui nous avait battus l'année d'avant. Ultimement, tu mérites le respect en gagnant des séries contre des bonnes équipes, puis en allant loin en série, puis en te qualifiant pour une finale, et un jour en gagnant un titre. Et là, les Raptors, ils l'ont jamais fait. Alors, c'est comme ça que ça se gagne le respect. Je pense que la NBA, dans son ensemble, ne voit plus les Raptors comme le petit cousin sympathique du Canada, le voit comme une vraie menace. Mais là, pour aller chercher une autre coche, il faut que tu gagnes quelque chose. Une menace comme les Bucks cette année, comme les Nuggets, des équipes qui n'ont rien gagné. On attend beaucoup d'elles. Est-ce qu'ils vont gagner? On ne sait pas. Moi, j'ai hâte de voir Kawhi Leonard en série. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois que Kawhi Leonard a participé en série, 2016-2017, 27 points par match pour Kawhi Leonard, tirait à 52 93 à la ligne des lancers francs. Ça fait longtemps qu'on attend les séries pour voir à quel point cette transaction-là qui a amené Green et Kawhi Leonard à Toronto, à quel point ça valait la peine. On l'a vu en saison. On attendait de voir en série. Et le Kawhi des séries, c'est pas le même Kawhi qu'en saison. Ce sera vraiment beau à voir. Il a tout approuvé pour les Raptors. Il n'a rien approuvé sur l'ensemble de sa carrière en série, mais il a tout approuvé aux partisans des Raptors qui ont été très patients dans son cas cette saison en termes de repos, de load management, comme on a appelé. On a donné toutes les opportunités à Kawhi d'être en santé, de se reposer, d'être heureux. On veut le garder à long terme. On n'a aucune idée encore si ça va se produire, mais ce qu'on sait, c'est que le Kawhi, là, c'est vraiment le temps de livrer la marchandise. Ouais. Alors, c'est mieux de se produire et on va voir dans les prochaines semaines. On enchaîne, mon cher Alex. Bucks de Milwaukee, classé premier dans l'Est, face aux Pistons de Détroit. C'est pas une série qui m'inspire énormément. On voit les chiffres présentement à l'écran. C'est 19 victoires qui séparent les deux équipes. Et moi, au travers du fait que, bon, les Bucks ils n'auront pas Malcolm Brogdon. Ça, c'est pas idéal. Mais en bout de ligne, ils ont Giannis. Et en soi, ça devrait être suffisant. D'autant plus que le joueur vedette des Pistons, Blake Griffin, vous voyez, meilleur marqueur cette saison pour Détroit, il a terminé la saison incommodé par une blessure au genou. Historiquement, a toujours été fragile. Et là, si Blake Griffin n'est pas à 100%, c'était une de tes rares cartes là, à jouer, des rares lueurs d'espoir. Et là, tu ne l'as pas. Je vois pas comment les Pistons peuvent gagner plus qu'un match dans cette série. Parce que le problème, c'est qu'après Griffin, bon, tu as un Drummond qui va faire du bon travail contre Giannis. Ouais. Mais à quel point il va être en problème de faute rapidement. Et là, c'est par la suite. Une fois que, bon... Et même si Blake Griffin joue, il va jouer à quoi? À 75%? Blake Griffin à 75% contre Middleton, Écoute, on a une très bonne équipe, celle des Bucks. C'est rodé à la perfection. Est un Giannis qui, oui, se battra contre Drummond. Mais écoute, tout le reste des Bucks, pour moi, a l'avantage
sur les Pistons. Absolument. On ne va pas passer trop de temps sur cette série-là. Donc, Milwaukee a pas beaucoup d'expérience en série. On est à la quête d'une première série remportée depuis plusieurs années. Mais je pense que ça va être très facile contre les Pistons de Détroit. On poursuit maintenant avec le duel 3 contre 6, un duel que j'adore, les Nets contre les Sixers. Avec impatience. Proximité géographique, premièrement. Ouais. Ça va rendre ça encore plus facile, plus agréable pour les fans de se promener, de suivre le tout. Et pour moi, les Nets vont leur donner 7 matchs. Ils vont perdre en 7 Ils vont gagner. Nets. Non. Toi, tu penses qu'ils vont gagner? Je sais pas. En tout cas, Embiid est blessé pour débuter la série. Il y a une petite chance qu'il joue le match 1, mais son genou l'embête et peut-être qu'il va rater le match 1. Déjà, ça ouvre une porte aux Nets qui n'ont rien à perdre, qui ont une forte chimie d'équipe, qui ont D'Angelo Russell en feu. Basé là-dessus, est-ce que tu rajoutes quelque chose? Oui, ça va dépendre d'Embiid pour moi, parce que les Nets, lorsque Embiid n'a pas été sur le terrain, plus 40 en 56 minutes en saison régulière. Donc, si Embiid devait rater un match, si Embiid devait voir son temps de jeu être limité à peut-être 20, 22 minutes, 25 minutes en raison de la blessure à son genou, là, pour moi, les Nets ont eu l'avantage depuis le début de la saison lorsque Embiid est sur le banc. Mais il y a tellement de talent du côté des Sixers. J'ai prédit, tu nous as demandé hier nos prédictions, j'ai prédit les Nets en 7. C'est peut-être plus un souhait qu'une réalité, mais chose certaine, les Nets vont donner une bonne série aux Sixers. Oui. Ben, d'ailleurs, tu vois, on a une question ici de Simon Servant qui nous suit en ce moment. Si vous écoutez en direct, on est sur Facebook Live, et qui nous demande s'il y a un X-Factor, donc un joueur qui pourrait pas nécessairement être une super vedette, mais qui pourrait faire la différence au premier tour. Lui, il mentionne Danny Green, même s'il n'est pas un fan des Raptors, il se dit fan des Celtics. Oui. Moi, c'est drôle parce que justement, je reviendrai aux Sixers en me disant que Jimmy Butler et Tobias Harris, c'est pas des joueurs inconnus qui pourraient surgir du monde des réservistes pour devenir des super vedettes. Mais pour moi, ces deux gars, en ce moment, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont te donner. Butler a été en dents de scie toute la saison depuis qu'il s'est joint aux Sixers. Et Harris, ben lui, il trouve ses repères après la transaction qu'il a envoyée de Los Angeles à Philadelphie. Tout le monde regarde leurs 5 partants et dit ben là, quel talent extraordinaire. Simmons, Embiid, Butler, Harris, Redick. Sauf qu'il faut que ça fitte ensemble. Il faut que tout le monde soit bien dans son rôle. Et pas pour moi, Jimmy Butler n'a pas montré qu'il pouvait devenir le joueur que les Sixers avaient besoin pour aller loin en série encore. Et là, s'il pouvait trouver ses repères, ou Harris, ou les deux, attention. Mais ça, c'est pour moi, c'est deux gros points d'interrogation. Le basket, et c'est une phrase que je dis souvent, c'est pas la somme du talent sur le terrain. Oui, c'est sûr que ça aide quand tu as plus de talent, mais c'est pas que ça, parce que les Nets ne participeraient pas aux séries éliminatoires si ça commençait aujourd'hui, si c'était que le talent. C'est fascinant de voir ce que Kenny Atkinson a fait avec ce groupe-là qu'on a vu au Centre Bell en septembre. Puis jamais on les voyait finir 6e puis être une menace pour les Sixers au premier tour. D'Angelo Russell est extraordinaire. On l'a vu mercredi soir contre le Heat. Il a d'une confiance folle. Donc, ça va être une série intéressante. 4e série dans l'Est. Les Celtics contre les Pacers, je le mentionnais tout à l'heure. Pour moi, l'absence d'Oladipo va faire foi de tout. Même si je crois que les Celtics ne peuvent pas prendre les Pacers à la légère. Ils ont des gars comme Miles Turner, super intéressant, polyvalent autour de l'anneau. Sabonis, Thaddeus Young. On a des outils pour les embêter, mais ultimement, ça ne devrait pas être suffisant. Ça ne devrait pas être suffisant. J'ai hâte de voir la blessure de Marcus Smart. Qu'est-ce que ça va amener, justement? Probablement le meilleur joueur en défense du côté des Celtics. Par contre, pour moi, le X-Factor, encore une fois, Gordon Hayward. Et c'est pas nécessairement dans la première ronde. J'ai hâte de voir par la suite. Est-ce que Hayward va un jour réussir à redevenir le même joueur? Si Gordon Hayward te donne 20 points par match, là, soudainement, les Celtics, pour moi, deviennent presque la meilleure équipe dans l'Est. Mais Gordon Hayward, on n'a aucune idée de ce qu'il va te donner. C'est une autre très bonne réponse à la question X-Factor. Si Gordon Hayward émerge contre toute attente de façon constante pendant les séries, je ne le vois pas venir de même parce qu'il n'a pas été capable d'enchaîner 3 matchs de qualité. Il en a eu éparpillé ici et là, mais si jamais il trouvait la formule magique, la confiance nécessaire, attention aux Celtics. Mais oui, l'absence de Smart pourrait être effectivement embêtante. On va passer tout de suite à l'Ouest, Alex, parce que sinon, le temps va filer et va nous manquer. Donc, 1 contre 8 dans l'Ouest, ça risque d'être très divertissant, du moins. Warriors contre Clippers, bataille de la Californie. Les diffuseurs auraient préféré Warriors-Lakers. Ils n'auront pas ça. Mais les Clippers ont des joueurs, là aussi, des Lou Williams, des Montrezl Harrell, des Danilo Gallinari,
qui vont pouvoir marquer et répliquer par moment aux Warriors. Ma question à toi, alors qu'on voit les chiffres présentement, qui nous montrent que clairement, bon, les Warriors devraient l'emporter en 4 ou en 5 matchs. Ma question à toi, c'est est-ce que les Warriors sont plus vulnérables, moins vulnérables ou pas vulnérables du tout que lors des années précédentes? En première ronde, pas vulnérable du tout. Je vois absolument pas comment les Clippers peuvent gagner plus qu'un match. Puis en général, sur l'ensemble des séries, parce qu'ils pourraient avoir les Rockets au deuxième tour. Ben, c'est exactement ça le problème. Je pense que c'est la seule équipe, les Rockets, qui a une chance de battre les Warriors. Ils sont plus vulnérables parce que avant la saison précédente, on était certain qu'il y a juste une équipe menée par LeBron qui avait des chances contre les Warriors. Alors que l'an dernier, on s'est rendu compte que même les Rockets, avec Chris Paul, avec James Harden, ils ont passé à ça, de causer la surprise. On est passé à une blessure de Chris Paul, à mon avis, de battre les Warriors. Donc, est-ce qu'ils sont vulnérables? Je pense qu'ils l'étaient il y a un an, mais on ne savait pas. Non, effectivement, mais la chimie avec Cousins, avec Green, avec tous ces gars-là, on s'attend à perdre KD de plus en plus. Est-ce que ça va être une espèce de petit nuage autour de l'équipe pendant les séries? Parce qu'en théorie, ils vont être capables de faire la switch ou la 6e vitesse comme ils le font toujours. On est épatés, on les regarde gagner, puis on se dit, est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça va se poursuivre? On ne sait jamais à ce point-ci. Et même parfois, cette switch, ils la mettent à on au 3e quart. Donc, une première demi correcte au 3e quart. On vogue, puis effectivement. Et ce qui m'intéresse, DeMarcus Cousins, 9e saison dans la NBA, participera enfin aux séries éliminatoires. Pour la première fois. Mais oui, c'est vrai. Il allait le faire l'année passée avec la Nouvelle-Orléans. Il s'est blessé. Puis avant ça, à Sacramento, évidemment, on n'y allait jamais. Donc, ça va être intéressant. J'avais pas pensé à ça, mon cher Alex. C'est pour ça que tu es là. On a la preuve. Alors, 2 contre 7 maintenant dans l'Ouest. Les Nuggets de Denver, ça a tout pris pour finir deuxième. Finalement, ils ont presque été devancés par les Rockets à la toute fin. Alors là, les Nuggets contre les Spurs. C'est un contraste de style. J'en parlais dans mon article sur le RDS.ca hier avec la prédiction. Ben, merci beaucoup. Et pour moi, c'est une jeune équipe qui n'a pas d'expérience en série, qui va vouloir aller vite, qui a une belle profondeur, celle des Nuggets, contre une équipe dirigée par l'entraîneur le plus chevronné, une équipe qui va vouloir ralentir, une équipe qui va vouloir frustrer l'adversaire. Je pense que les Nuggets, au final, ont plus de munitions. Oui, et moi, ce qui m'intéresse dans cette série-là, c'est de voir comment DeMar DeRozan, dans un environnement différent que celui de Toronto, va être en mesure de produire en match éliminatoire. Pour moi, il a vraiment été la tête de Turc. Du côté des Raptors, il y a un an, connu de contre-performance en match éliminatoire. Et j'ai hâte de voir si, avec Pops, s'il est capable, justement, de produire en match éliminatoire. Mais tu l'as dit, pour moi, une équipe là, qui est menée par Jamal Murray, Jokic également, je pense pas que les Nuggets vont perdre contre les Spurs, mais encore une fois, ça devrait donner une bonne série. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je ne veux pas retourner en arrière, là, mais Félix Gay qui nous pose une question intéressante. Dans quelle équipe Luguensdorf s'intégrerait le mieux dans la NBA? C'est plate parce que ma réponse, elle va avoir l'air de mettre en valeur notre seule équipe canadienne. Et moi, je le verrais très bien à Toronto. Puis c'est dommage parce que les Raptors n'ont pas de choix de première ronde cette année. Non, ils l'ont échangé. Ronde, il faudrait qu'ils aillent se chercher un choix pour potentiellement le repêcher, ce qui est peu probable. Parce que Luguensdorf, pour moi, a besoin d'une équipe où il n'y a pas besoin de marquer 20 points de son arrivée, a besoin d'une équipe qui va être patiente avec lui et pourrait apporter beaucoup au niveau défensif, au niveau athlétique. Les Raptors, là, sur leur banc, là, on n'a pas ça. Un garde de 6 pieds, 4 pouces, capable d'attaquer l'anneau, capable de défendre des joueurs adverses, capable de donner une dose d'énergie. On a des Jeremy Lin puis des Fred VanVleet, c'est des profils complètement différents. VanVleet est plus petit, Lin est en fin de carrière. Moi, Luguensdorf, j'y verrais une place parfaite à Toronto. Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, mais c'est ce genre d'équipe-là que ça lui prendrait, une équipe patiente et une équipe qui a besoin d'une explosivité comme réserviste. Ou une équipe comme les Celtics, peut-être. Qui sait? Souvent, on a comparé Luguens à un gars comme Smart. Est-ce que Smart va être là ad vitam aeternam? Peut-être pas. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un remplaçant avec le plafond salarial, la masse salariale. Est-ce que Kyrie Irving va quitter ou non? Pour moi, peut-être que les Celtics seraient un excellent fit donc, pour Luguensdorf, mais ça reste à voir. Il reste 2 séries. On y va tout de suite. La 3 contre la 6, très intrigante dans l'Ouest. Les Blazers de Portland contre le Thunder d'Oklahoma City. C'est la seule série de premier tour où je favorise l'équipe moins bien classée au classement. Je crois que le Thunder va battre les Blazers parce que j'en ai vu assez de Paul George dans la dernière semaine
pour me donner l'impression qu'ils commencent à reprendre un petit peu de mieux au niveau de la santé, la blessure aux épaules. Alors que les Blazers, c'est comme les Raptors, mais pire. On n'arrive jamais à sortir de la première ronde. C'est comme les Raptors, Non. mais pire. Non, mais tu sais ce que je veux dire. Oh, oui. On n'arrive pas à sortir de la première ronde. On a des partisans extraordinaires et on a des une joueurs vedettes. inquiétude à chaque fois qu'on arrive en série parce qu'on est comme pas tout à fait capable de répliquer ce qu'on Exact, faisait en t'as raison. saison régulière, lever notre jeu d'un cran. Donc, j'ai peur pour les Blazers dans cette série-là parce que je pense que le Thunder avec George Westbrook sont gonflés à bloc et vont être prêts. Hey, imaginez, là. Westbrook contre Damian Lillard. Ça va être bon, ça. Pour moi, là, c'est l'affrontement, je pense, que j'ai le plus hâte de voir dans toutes les séries. Affrontement 1 contre 1, là. C'est deux joueurs qui mettent la pédale au plancher. C'est des compétiteurs qui détestent perdre. Ils ont beaucoup d'assurance, sont arrogants. Et là, c'est deux coqs, là, un contre l'autre. Là. Ça, j'ai hâte de voir ça, cet affrontement-là. Définitivement. Et la dernière ronde, la dernière série dans l'Ouest dont on n'a pas parlé, 4 contre 5. Les Rockets sont dégringolés 2 rangs à la toute fin. Si Paul George ne réussit pas ce gros tir face aux Rockets là, dans la dernière semaine, les Rockets finissent probablement 2 et ça change le portrait dans l'Ouest. Là, ils sont 4. Ils jouent contre le Jazz, qui va être un solide adversaire au premier tour, qui a un bon... Avec Grayson Allen. Avec Grayson Allen. Qui a marqué 40 points la semaine dernière. En fait, il y a quelques jours à peine. Exact. Mercredi. Donovan Mitchell a été super en série l'année passée. Les deux équipes, d'ailleurs, se sont affrontées en deuxième ronde des séries 2018. Les Rockets avaient gagné en 5. Je pense que les Rockets ont fini tellement bien la saison de façon générale et ils sont déjà prêts à affronter les Warriors au deuxième tour. Ils ne peuvent pas l'échapper face au Jazz. Ils vont devoir travailler fort. À Salt Lake, c'est jamais simple. On va se faire crier toutes sortes de bêtises par les partisans là-bas. Mais en bout de ligne, il faut que les Rockets gagnent ça, non? Ça devrait arriver, oui. Souvenez-vous, c'est un affrontement qui a lieu l'an passé en deuxième ronde. Les Rockets l'avaient emporté 4-1. Rockets, pas nécessairement la même équipe que cette année. Rudy Gobert en défense, il est exceptionnel. Mais comme tu l'as dit, si Chris Paul et James Harden sont à 100%, mettent la pédale au plancher, oubliez ça. Les Rockets vont gagner, mais je m'attends à une série peut-être plus serrée qu'il y a un an. Moi aussi, je pense que oui, 6 ou 7 matchs, là, les Rockets vont devoir travailler fort. Dernière question avant de se quitter, Alex, parce qu'on a pas mal atteint notre limite. De Simon Servant? Et de Charles-Antoine Rondeau. Allons-y vite. Alors. Donc, avec Charles-Antoine Rondeau, pensez-vous que Marc Gasol va être réellement plus utile en série pour les Raptors que Jonas Valanciunas l'aurait été? Plus complet. J'ai l'impression qu'il va être meilleur défensif, meilleur passeur, plus d'expérience, un petit peu plus d'intensité, capable d'être réparti sur l'ensemble d'un match. JV arrivait de donner un super quart, allait s'asseoir, ne pouvait pas jouer plus que 22 minutes par game. Gasol devrait pouvoir te donner un peu plus et il a beaucoup d'expérience en série. Hein. Il est allé à la guerre, Marc Gasol, avec Mike Conley et ses amis à Memphis. Alors, je pense que il va apporter plus au final, j'espère. Parce que si Serge Ibaka est en situation de faute, comme ce fut le cas en série il y a un an, là, soudainement, tu te ramassais avec un Valanciunas, comme tu le dis, qui ne pouvait pas jouer 30 minutes. Alors qu'un Marc Gasol, même, et on touche du bois, là, si Ibaka se blesse, au moins on a Marc Gasol qui est capable. Plus de flexibilité avec tes formations. Alors moi, j'y crois. Et Charles-Antoine Rondeau, c'était Simon Servant qui en posait une autre. Là, mais, par rapport à Russell Westbrook, est-ce que ça en mesure de maintenir sa cadence là, de triple-double finalement? Il ne faut pas que Russell Westbrook décide de devenir Superman comme il a tendance à le faire une fois tous les 2-3 matchs, puis prendre 32 tirs, puis des tirs de 3 points difficiles, puis chialer contre l'arbitre. Ça, c'est bad Westbrook. Ils ont besoin de good Westbrook. Mauvais Westbrook. De distribuer le ballon, attaquer le panier, aller chercher des lancers francs et frustrer l'adversaire de par un espèce de moteur qui t'arrête jamais. Mais bad Westbrook peut faire très mal au Thunder, alors ils vont vouloir l'éviter. C'est déjà tout. C'était bien agréable. Déjà tout. Ça fait une heure. Merci pour les commentaires reçus, les questions posées sur le Facebook Live. On apprécie beaucoup. Et il y en a encore tellement. Si vous voulez, on y répondra probablement lors de notre prochaine édition de la balado ou sur Twitter. Inquiétez-vous pas, on va répondre. Écrivez-nous sur Twitter, on va y répondre avec plaisir. On a le bonheur d'être avec vous à tous les jeudis ou vendredis, donc à chaque semaine pour la balado du Centre-Ville pendant les séries d'après-saison. Donc, on pourra faire des suivis constants sur tout ce qui se passe dans l'Est et dans l'Ouest. Premier reportage télé samedi, 17h, RDS 2, où on diffuse le match numéro 1 Magic Raptors. Et on est prêt et on a également une belle collaboration avec le label musical 7e Ciel pour des montages de début de match. Le premier sera pour le match numéro 2 mardi avec des chansons de rap québécois
avec On donne comme la trame de place, fond la justement. NBA. Et c'est un fit parfait. Ça donne Très une content. texture additionnelle à nos reportages. Je pense que vous allez apprécier. On vous retrouve donc pour les matchs 1 et 2. Et toi, tu seras à Toronto en début de semaine? Ouais, je quitte lundi pour Toronto. J'aurai la chance d'aller à l'entraînement des Raptors, peut-être du Magic, peut-être parler avec Kem Birch, Chris Boucher, mais je serai en direct avec vous donc mardi Magnifique. aux abords du terrain à Je Toronto. suis toujours jaloux quand je te vois aux abords du terrain. Merci beaucoup d'avoir été là sur Facebook Merci. et sur la balado. On vous retrouve la semaine prochaine.